Écrasés, empalés, brûlés vifs, écrabouillés par les grues, dévorés vivants, traînés en enfer. Tu sais, là, juste des trucs Disney. Aujourd'hui, nous allons classer les destins des méchants Disney du moins au plus horrible. Mais d'abord, évoquons ceux qui s'en sont sortis sans conséquence. Commençons par un méchant peut-être justifiable, le chasseur de Bambi. Sa légende est marquée par le tir fatal sur la mère de Bambi, qui a marqué des générations d'enfants. Peut-on vraiment dire que c'est maléfique dans le contexte du film? Il chasse pour se nourrir. La mort de la mère de Bambi est tragique, mais on comprend qu'il s'en sorte sans ennui à la fin. Mais il n'en va pas de même pour la reine de cœur, qui fait tomber les têtes au pays des merveilles et inspire la peur à tous ses sujets, cherchant à l'apaiser. Lorsqu'Alice tombe par hasard au pays des merveilles et croise la route de la reine, le chaos s'ensuit alors que la reine exige la tête d'Alice. Une potion dévoile la vraie nature de la reine, la ramenant à un 2 de carreau apeuré devant la taille d'Alice. Mais à mesure que la potion cesse d'agir, l'avantage d'Alice disparaît et la reine reprend sa splendeur. Cependant, tout cela n'est qu'un rêve d'Alice, laissant la reine dans une situation étrange. Bien qu'elle ne soit jamais jugée et n'existe pas réellement, son destin reste curieux. Parlons maintenant des méchants de Pinocchio. Gideon et Grand Coquin, deux escrocs, finissent par travailler pour Stromboli, le marionnettiste cruel, et le cocher propriétaire de l'île Au Plaisir, où les enfants désobéissants sont changés en ânes et vendus comme esclaves. Oui, c'est aussi terrible que ça en a l'air. Ces méchants incarnent l'injustice car leur sort reste inconnu dans le film. La dernière fois qu'on les voit, ils sont toujours à la tête de leurs opérations, largement épargnés par les actions de Pinocchio. La fuite de Pinocchio est leur seul revers. Oui, je pense qu'il nous faudrait une suite où ces types s'en se font régler leur compte à la John Wick. Je dis ça comme ça. Le cavalier sans tête échappe aussi à la justice. Cette figure du folklore local effraie Ichabod Crane, qui doute d'abord de sa réalité. Cependant, la rencontre avec le cavalier terrorise Ichabod, qui fuit, semblant ainsi trouver la mort entre les mains, ou plutôt l'absence de main du cavalier. Le mot-clé reste apparemment. Le film n'a jamais confirmé le sort d'Ichabod, laissant entendre qu'il aurait pu trouver refuge auprès d'une autre famille. Bien que cette issue puisse sembler absurde, elle reste non confirmée. De plus, des indices tirés du récit original désignent Brombones comme celui qui se cache probablement derrière le cavalier, utilisant la légende pour se débarrasser de l'ingérence d'Ichabod. Si c'est vrai, le cavalier serait alors un simple outil d'intimidation, pas un meurtrier. Enfin, il reste Tante Sarah, Essie et Ham comme derniers méchants impunis. Sarah n'est affectueuse qu'avec son neveu et ses chatons, méprisant profondément les chiens comme Lady. Cette antipathie permet à Si et Ham de semer le chaos, d'accuser Lady et de pousser Sarah à la chasser avec la muselière, préparant ainsi les événements suivants du film. L'inquiétude de Sarah pour son adorable bébé est compréhensible, mais ses actions entraînent un traitement injuste de Lady. Malgré leurs méfaits, Sarah et le duo turbulent ne subissent aucune conséquence et restent dans la maison, du moins dans la version animée. Passons maintenant à la catégorie des vaincus. Ces escrocs n'en sont pas sortis indemnes et sont souvent partis la queue entre les jambes. Passons à Le Fou. Le Fou, fidèle acolyte de Gaston, n'a pas le même destin que son patron. Après un raid raté sur le château, il est juste renvoyé au village. En bon lèche-bottes de Gaston, il suivait simplement les ordres, et sa punition n'est qu'une tape sur les doigts. Passons à Madame Mime. Ne me dites pas que vous n'avez jamais entendu parler de la merveilleuse Madame Mime. Après avoir piégé Arthur chez elle, la sorcière est défiée en duel par Merlin. Malgré sa ruse, elle attrape la grippe de Merlin et reste alitée avec une malagolantomatose. Ce n'est pas le sort le plus grave, juste quelques semaines de maladie. Avec le bon traitement, c'est gérable. Merlin, en vrai gentleman, la ramène même au lit. Comparée à d'autres, elle s'en sort bien. Pour un vrai méchant Disney, il y a Chernobog de Fantasia. C'est à bien des égards le grand méchant de l'univers Disney. Chernobog, sombre figure démoniaque de la montagne chauve, fait surgir ses forces d'entre les morts pour se complaire dans sa malfaisance, créant et déformant la vie afin de tout détruire, encouragé par ses sbires. Mais lorsque le soleil se lève et qu'un groupe chante l'Ave Maria en agitant des lanternes, Chernobog se retire dans sa montagne. Il ne meurt pas, il boude simplement en retournant dans sa montagne comme l'adolescent le plus en colère du monde, habillé chez Hot Topic et claque la porte de sa montagne. Ce n'est pas grave, Chernobog, on est tous passés par là, mon pote. L'agent de studio de Penny a disparu. Malgré ses efforts motivés par la cupidité pour sauver la série Bolt, ses stratégies ont échoué. Ignorant l'angoisse de Penny pour son chien perdu, il a remplacé Bolt par un double timide causant chaos et quasi-tragédie, tout en restant obsédé par les profits. Je parle de une de magazine, d'accords de production, de crédits de producteurs exécutifs. La mère de Penny, furieuse, l'a expulsée et annulé l'émission. Même en tentant de la relancer avec des intrigues d'extraterrestres et des relookings, les fans de Bolt sont restés sceptiques. C'est totalement irréaliste. Avec le héros parti et Bolt disparu, l'émission est condamnée. C'est une pâle copie de Bob, l'éponge après le film. Bonne chance pour créer de la nostalgie dans 10 ans. Edgar Balthazar s'est fait avoir, c'est indéniable.
C'est un méchant classique cherchant à hériter de la fortune de Madame Bonfamille. Mais examinons les faits. Madame laisse sa fortune à ses chats, des créatures qui ne peuvent même pas communiquer. Les chats héritent en premier. Du point de vue d'Edgar, c'est comme perdre face à une bande de boules de poils dont il s'occupe depuis des années. Alors être expédié à Tombouctou comme punition, ça paraît un peu dur. Tic-tac, le temps du capitaine Crochet est écoulé. Son pire cauchemar n'est pas qu'un réveil bruyant, c'est tic-tac, le crocodile qui lui a arraché la main par la faute de Peter Pan. Oui, Peter Pan est généralement une bonne personne, mais il peut aussi être un peu une menace parfois. Cependant, en ce qui concerne Crochet, essayer de recruter des enfants ou les confronter à la mort, ce n'est pas vraiment héroïque. Donc pas de larmes versées ici pour le capitaine Crochet, maintenant coincé à esquiver ce crocodile implacable. Et si vous trouvez ça trop facile, attendez d'entendre parler du poulpe géant dans la suite. On dirait bien que les hautes mers ne sont pas si accueillantes que ça. Pour échapper aux crocodiles et pieuvres, Crochet devrait songer à se reconvertir sur Terre. Il s'en tire bien, malgré tout ce qu'il a fait. Il a tué un de ses hommes simplement parce que sa musique l'agaçait. Soyez prudent avec l'ancienne conseillère royale, Yzma. Elle est encore plus méchante que Kuzco, et ça en dit long, même avant son histoire de lama. Quoi? Un lama? Il est censé être mort? Virée pour insubordination, elle essaie de l'empoisonner puis de le noyer quand il est transformé en lama. Entre en scène Kronk, le héros, qui libère Kuzco et déclenche la spirale d'Yzma. Le destin d'Yzma semble une blague cosmique. D'abord coincé sous forme de chat, puis obligé de rejoindre les éclaireurs écureuils de Kronk, ensuite transformé en lapin pour fuir un condor et ses petits affamés. Et le grand final, Yzma devient la secrétaire de Kronk. Prends-en de la graine, Yzma, de la part d'Edgar. Lâche l'affaire, tire le levier, Kronk. Tu ne fais que t'enfoncer davantage. Passons à une méchante classique de l'âge d'or de Disney. Nous affrontons l'ignoble Lady Tremaine, la méchante belle-mère de Cendrillon. Avant Mère Gothel, c'était la première mauvaise mère adoptive, traitant Cendrillon en servante et cherchant à l'humilier. Quelle serait donc la revanche idéale contre une telle méchante? Dans le film original, elle s'en sort sans conséquence après avoir perdu Cendrillon. Mais elle n'a pas retenu la leçon et recommence dans Cendrillon 3. Cette fois, elle va plus loin. Elle vole la baguette de la marraine et inverse les rôles de Cendrillon et Anastasie. Heureusement, grâce à un petit coup de main des gentils, Anastasie répare les torts et Lady Tremaine finit par récurer les sols en tant que femme de ménage pour le roi. Ça, c'est ce qu'on appelle le karma. Pour conclure cette section avec un méchant censé être une surprise que tout le monde attend désormais, c'est le prince Hans. Oui, sa méchanceté n'est plus vraiment une surprise, n'est-ce pas? Son plan? Épouser Anna, se débarrasser d'Elsa et prendre le pouvoir. Du classique. Mais Anna voit clair dans son jeu, lui assène un coup de poing bien mérité et il finit derrière les barreaux. Contrairement à beaucoup de méchants, il réussit à sortir de prison, mais se retrouve à pelleter du fumier de cheval. Il échappe à une peine plus lourde, mais sa vie n'a plus rien de royal. Passons à la catégorie des méchants emprisonnés, qui purgent de lourdes peines en prison ou en cachot. Pour un bon vieux méchant de western, nous avons Alameda Slim. Ce hors-la-loi a eu la malchance de croiser la route de 3 héroïnes bovines, Maggie, Grace et Madame Calloway. Elles ont empêché l'achat du coin de paradis avec de l'argent sale, menant à son arrestation par le shérif. Un cas classique de justice rendue. D'un éleveur de bétail voleur à l'envahisseur de colonies, Radcliffe est le prochain. Radcliffe, le conquérant colonial au cœur aussi froid que le givre de l'hiver, a vraiment une dent contre les Amérindiens. Il ne pense qu'à s'emparer des trésors étincelants de Virginie, même si cela signifie éliminer des gens comme Pocahontas. Mais lorsque John Smith intervient pour sauver la situation, l'équipage de Radcliffe le voit enfin pour le rat qu'il est vraiment. Radcliffe devra faire face au roi, à la reine et aux témoignages de son équipage, il va donc passer un mauvais moment. Puis vient Dawn Bellwether de Zootopie. La brebis déguisée en secrétaire n'est pas aussi douce qu'elle en a l'air. Cette méchante laineuse tirait les ficelles, essayant de piéger le pauvre Nick. La peur fonctionne toujours. Mais notre duo dynamique, Nick et Judy, monte une opération piège qui ferait l'admiration même d'un renard rusé. Avec des myrtilles, au lieu de munitions et une carotte enregistrant toutes ses manigances, le plan de Belvedere s'écroule plus vite qu'une pelote entre les pattes d'un chaton. On dirait qu'elle a échangé son bureau contre une cellule. On peut parler d'une mauvaise journée. Je suis désolé. Nous avons le cas le plus évident pour ce niveau juste après, les méchants de Robin des Bois, le prince Jean, Is et le shérif. Tels des enfants, ils abusant de leur pouvoir, volant et causant misère. Ils reprennent des tactiques de méchants d'autres classiques Disney, mais leur règne s'effondre quand Robin des Bois les déjoue et rétablit le roi Richard. Robin et sa bande sont célébrés tandis que les méchants, privés de leur titre, sont envoyés en prison comme ils l'ont fait subir à d'autres. Pour une terreur intergalactique venue purger sa peine, voici le docteur Hemsterville. Dans le premier film, il apparaît en silhouette à l'arrière-plan pendant que Plicley parle avec la grande conseillère. Quoi qu'il en soit, cet extraterrestre hamster était autrefois le partenaire de Jumba. Et lorsque Jumba a été attrapé, il l'a été lui aussi et a fini en prison. Les extraterrestres semblent prendre les prisons au sérieux,
Même s'ils autorisent les appels vidéo du docteur, ils veillent à ce qu'il reste en détention. Alors qu'il était coincé dans la prison galactique, il a réussi à s'évader, seulement pour y être remis ensuite. Dans Le Roi et Stitch, après son complot avec l'Héléroide, le Conseil, excédé, décide de l'envoyer dans une prison plus sécurisée, enfermant aussi Hamsterville et toutes les copies de l'héroïne. Certains spin-offs d'anime montrent une évasion suivie d'une prison plus dure. Mais l'univers de Lilo et Stitch est un véritable puits sans fond. Savais-tu qu'il existe une histoire où Stitch est retourné dans le Japon féodal et s'est lié d'amitié avec un véritable samouraï? Oui, nous allons simplement nous en tenir au film et à la série officielle de Disney. Merci beaucoup. Ce n'est pas une erreur, Robert Callihan arrive ensuite. Sous le nom de Yokai, ce professeur a tout tenté pour venger la disparition de sa fille Abigail, pilote d'essai pour une technologie de téléportation, disparue en mission. Il a simulé sa mort, causant la mort réelle de Tadashi, le frère de Hiro. Pourtant, Hiro l'a arrêté et sauvé Abigail grâce à Baymax. Robert a donc retrouvé sa fille. Hourra! Mais il est maintenant en prison pour d'importants dégâts matériels, entre autres. Et tout le monde, y compris sa fille, sait à quel point il est fou. Dommage. Il est maintenant enfermé en isolement dans une prison de haute sécurité pour purger le reste de ses jours sans aucune possibilité de libération conditionnelle. Non seulement tous ses ponts ont été détruits sans espoir de reconstruction, mais il a aussi constaté que sa fille allait très bien après tout ce temps, alors qu'il pensait l'avoir perdue pour toujours, sachant désormais qu'il ne pourra plus jamais la revoir. C'est ce qui rend ce classement encore plus brutal psychologiquement. Notre prochain candidat, la terreur des Dalmatiens du monde entier, n'est autre que Cruella d'Enfer. Obsédée par l'idée de fabriquer un manteau avec 101 chiots tachetés, elle a sombré encore plus pour satisfaire ses désirs. Quand ses plans ont échoué, elle a sombré dans la folie, obsédée par les tableaux à pois et les chiens comme œuvre d'art vivante. Le vrai coup de grâce, elle a fini à l'asile, un sort rare pour les méchants Disney. Elle lutte désormais contre ses démons et fuit des cauchemars de Dalmatiens. Leçon apprise qu'on est. Contente-toi des chats, Cruella. Passons maintenant aux méchants qui n'ont pas survécu, en commençant par la catégorie fatale, la chute. La chute offre une mort rapide, propre et, oserais-je dire, classique. Le prochain à tomber est Percival McLeish. Ce chasseur cruel a voulu attirer Cody dans la rivière pour qu'il soit mangé par des crocodiles. Grâce à Johanna, Percival s'est retrouvé dans l'eau, à la place, devant se défendre contre des reptiles menaçants. Il les a repoussés avec son fusil et survécu jusqu'à leur retraite. Réalisant trop tard que les crocodiles craignirent la cascade, il a tenté de nager vers la sécurité mais a chuté par-dessus le bord. C'est toujours mieux que finir dévoré par des alligators. Abordons le roi Runard de la Reine des Neiges. De bien qu'il soit décédé avant le présent du film, ses actes passés ont déclenché l'intrigue. En construisant le barrage, il a sournoisement affaibli les Nortuldras, puis a trahi leur chef et déclenché la guerre. Il meurt pendant la guerre, non pas par blessure, mais en tombant d'une falaise. Ensuite, parlons du méchant de Basile, détective privé, Ratigan. Lors du combat final au sommet de la Tour de l'Horloge, Ratigan meurt en tombant, étourdi par les cloches, en tentant d'entraîner Basile. Basile utilise rapidement le dispositif de Ratigan pour échapper à la mort grâce à son esprit vif. Dans ses derniers instants, Ratigan voit son rival le dépasser à nouveau avant de mourir à l'impact au sol. Personne ne tombe comme Gaston, mais il y en a d'autres, d'où cette catégorie. Il arrive juste après. Dans un combat en tête-à-tête contre la bête, les choses ne se passent pas bien pour Gaston. Suppliant pour sa vie, la bête lui donne une chance de retourner au village pour panser ses blessures. Gaston accepte d'abord, mais poignarde la bête dans le dos au dernier moment. Dans la lutte qui s'ensuit, les convulsions et la douleur de la bête font trébucher Gaston, qui tombe en arrière et plonge du château, trouvant la mort dans les douves en contrebas. Même s'il n'est pas mort sur le coup, il se serait probablement noyé. Initialement, il devait subir un sort plus sombre, être déchiré par les loups, repoussé par la bête pour sauver Belle. Les réalisateurs ont trouvé cela trop macabre, même pour ce film. Mais si vous doutez de son sort, regardez les crânes dans ses yeux. Il est plus mort que le père de Simba. Désolé, c'est trop tôt. Voici Zira, la première méchante du Roi Lion. Elle voulait imiter Scar et inciter sa troupe à affronter celle de Simba à la Roche des Lions. Grâce à l'amour entre Kira et Kovu, la troupe de Zira abandonne son projet contre le Rocher des Lions et rejoint Simba. Zira tente alors un dernier combat pour reprendre le pouvoir. Je n'y renoncerai jamais. Et finit par presque tomber, avec Nala qui est là pour la sauver. Cependant, elle a d'autres plans. En faisant un coup qui pourrait lui valoir le titre de hater de l'année au Haters Ball, elle choisit de plonger dans une rivière déchaînée. La version originale a été modifiée pour être moins suicidaire, mais c'était l'idée de base. Assez sombre, donc Zira obtient la place la plus macabre dans notre catégorie des chutes. Cependant, nous n'en avons pas encore tout à fait fini avec les chutes. Les méchants Disney ne se sont pas seulement contentés de faire une chute mortelle, ils ont aussi subi autre chose, rendant ces chutes encore plus douloureuses. Nous appelons cela la chute plus. Commençons par Maléfique. Lorsque le prince Philippe tente de réveiller Aurore d'un baiser, Maléfique surgit pour l'affronter,
armé des puissances de l'enfer. La magie du bouclier et de l'épée offerte par les 3 fées marraines lui a suffi pour vaincre la dragonne en plantant l'épée de vérité dans sa poitrine. Cependant, elle tente de tomber sur lui et de l'entraîner avec elle du haut d'une falaise. Le prince Philippe a le temps d'esquiver, et quand tout est terminé, la seule chose qui reste est l'épée de vérité posée sur un tissu noir. Ce qui ressemble à la forme humaine de Maléfique si vous plissez un peu les yeux. Du feu ordinaire au feu de l'enfer. Parlons de Claude Frollo. Ce gardien corrompu de la foi croit qu'il a le droit divin d'être juge, jury et bourreau. Je veux dire, ce type récite des versets bibliques comme Jules dans Pulp Fiction quand il brandit son épée. Il dit à Quasimodo qu'il va le plonger en enfer, ce à quoi Dieu répond « Non, c'est toi, haha !» Profite bien de ce lac de feu, mec, tu le mérites vraiment. De la chaleur brûlante du feu à l'étreinte glaciale des mers inexplorées, la sœur folle d'Ursula, Morgana, est là pour couler. Avoir le titre de la folle entre toi et Ursula, c'est quand même quelque chose. Après son plan, on comprend pourquoi Triton a jugé imprudent de garder quelqu'un voulant surpasser Ursula à cause de problèmes maternels non résolus. Ainsi, une fois qu'il récupère son trident, Triton décide qu'il en a assez d'elle et met tous ses plans en suspens. Elle est piégée dans un bloc de glace, ne pouvant bouger que les yeux alors qu'elle coule dans l'océan glacé. Cette image me fait très peur car les profondeurs marines me terrifient. Quelqu'un d'autre ressent ça? Attendez, sérieusement, cherchez la phobie du lasso sur Google. Non, en fait, ne le faites pas. Une histoire aussi vieille que le temps pour une mort aussi vieille que le temps. La méchante reine est là pour montrer à tout le monde comment meurt le premier méchant de Disney. Nous connaissons tous cette histoire maintenant. La reine vaniteuse, voulant être la plus belle, s'est déguisée en sorcière et a offert une pomme empoisonnée à Blanche-Neige par la fenêtre. Je sais ce que vous pensez. C'est une bonne reine. Petite remarque, Blanche-Neige n'est pas la princesse Disney la plus maligne. Je déteste le dire, mais il faut du bon sens. Les 7 nains n'aiment pas ça. Ils poursuivent la reine jusqu'à une falaise où elle tente de les écraser avec un rocher. Mais un éclair la fait sursauter, brise la plateforme rocheuse et la vieille femme fait une chute mortelle. Et si tu n'es pas convaincu, le rocher a sûrement écrasé son cadavre. Et ces vautours, ils ont clairement dévoré son corps. Bon, maintenant que les catégories de chute sont terminées, nous entrons dans le niveau des graves blessures corporelles. Ces méchants ont été vaincus de ce monde mortel par l'utilisation de la violence physique de différentes manières atroces. C'est ma partie préférée. Tu veux encore un crash enflammé? Celui qui paye l'addition, c'est Bill Sykes. Cet usurier connu presse ceux qui ne remboursent pas, mais en tentant un coup sur les rails du train, il subit le retour du karma. Oliver et son équipe fuient tandis que Sykes fait face à un train qui fonce sur lui. Dans un cri, sa voiture percute de plein fouet, et soyons honnêtes, face au train, il gagne toujours. Pour ce niveau, nous retrouvons l'un des méchants les plus emblématiques, mourant dans une suite, Jafar. Oh, bien sûr, Jafar a survécu à sa première aventure, piégé dans la lampe, mais il n'a pas échappé à la mort la seconde fois. Lors de son dernier combat contre Aladdin, il ne peut mourir que si sa nouvelle lampe est détruite. Sans le revirement d'Iago, il aurait peut-être survécu pour tuer Aladdin. Heureusement, Iago a finalement assez tenu à Aladdin pour apporter la lampe et la détruire dans la lave, rejetant ainsi son ancien maître. C'est une mort assez brutale, mais nous la plaçons plus bas car elle le libère aussi de son minuscule espace de vie éternelle. Vous savez, il est libéré par la douce délivrance de la mort. C'était presque le slogan de l'époque Disney d'avant. Il me semble que c'est gravé sur la statue de Mickey à Disney World, mais sans certitude. Passons à notre prochaine victime, Ursula. Avec le trident en main, elle décide de jouer les DJ de la nature en créant un tourbillon au milieu d'une tempête. Mais Eric en a assez de ses bêtises, alors il prend le contrôle d'un navire, le transforme en javelot improvisé et le dirige droit sur elle. La foudre frappe Ursula et son trident, la transformant en plateau de fruits de mer croustillant. On voit qu'elle est encore vivante lorsqu'elle s'accroche à un navire en coulant et n'est déclarée morte qu'après avoir sombré. On sait qu'il meurt en tombant, mais Scroop fait clairement exception à la règle. Sa mort est aussi unique que son nom. Chuter dans l'espace n'est pas un passe-temps courant. Ses tentatives pour affronter Jim aboutissent à une lutte dans le vaisseau, compliquée par la gravité artificielle. Quand Jim coupe la ligne de vie, Scroop se retrouve à la dérive dans l'immensité de l'espace. Même si l'air y est respirable, l'espace présente de nombreuses menaces. Rayonnement solaire, débris et le danger toujours présent des trous noirs, le destin de Scroop semble scellé, rappelant la fin tragique d'Arrow. Bien que cela ne soit pas confirmé, la possibilité d'une fin similaire plane. Autant dire que l'espace n'est pas un endroit d'où l'on s'échappe. Ensuite, Mulan offre une mort virile à Shan Yu. Elle tue Shan Yu avec panache, une fin aussi spectaculaire que sa moustache. Inspiré par des accidents de feux d'artifice, les animateurs de Disney lui offrent une sortie grandiose. Mulan le piège avec sa cape, le rendant vulnérable à un tir de feux d'artifice dirigé vers une tour voisine, comme le 4 juillet, mais en Chine. L'explosion l'engloutit et assure sa défaite. Qu'il soit mort sur le coup ou qu'il ait subi une fin enflammée, le règne de terreur de Shan Yu est terminé. Petite parenthèse, Shan Yu est un méchant Disney sous-estimé.
Il ne parle pas beaucoup, envahit la Chine, refuse d'en dire plus, explose. Voilà, c'est tout ce qu'il faut. Roi Candy, auparavant appelé Turbo, arrive à la fin de son règne dans l'arcade. Ancien souverain respecté de son jeu, il est devenu Roi Candy pour rester sous les projecteurs. Quand Vanellope tente de réintégrer le code, le chaos s'installe. Les bugs de Heroes Duty envahissent la scène et dévorent Turbo. Dans un retournement de situation tordu, Turbo fusionne avec le bug et le phare de fortune de Ralph signe sa perte. Malgré la certitude de sa fin, Turbo, rongé par sa personnalité défaillante, fonce vers la lumière, déchiré par une souffrance physique et mentale. La douleur physique est de 5 sur 10, mais la souffrance mentale est extrême. Savoir que ton corps se précipite vers sa propre mort sans rien pouvoir faire, c'est un moment final très sombre. Nous rencontrons ensuite Krone, un dinosaure dont la mémoire pourrait tout aussi bien avoir disparu, obsédé par la loi du plus fort et qui voit la compassion d'Aladar comme une menace pour son autorité. Bien. Maintenant, écarte-toi du chemin. En voulant laisser Aladar et partir seul, l'entêtement de Krone l'amène à croiser des Carnotaures lors d'un éboulement. Même s'il échappe à une dévoration immédiate, son destin reste sombre. Dans ce monde brutal, sa disparition paraît inévitable et ses restes finiront au charognard. Ensuite, Madame Médusa. Certes, on ne la voit pas mourir à l'écran, mais franchement, regardez Brutus et Néron, ces crocodiles qui s'approchent d'elle. Ce n'est pas beau et elle ne semble pas pouvoir s'en sortir. Elle ne rattrape même pas Penny à la fin. Tu crois vraiment qu'elle s'en sortira par la force cette fois ? C'est une justice poétique. Maltraitez vos animaux et ils finiront peut-être par vous mordre à mort. Et maintenant, place au grand final avec le donneur d'organes préféré, Maestro Forte. La bête, lassée des mélodies de Forte, devient un vrai guerrier du clavier, arrache les commandes et libère Forte. Forte finit par tomber au sol, se fracassant et se brisant sous l'impact, ce qui revient à ce que ses organes et son sang se répandent jusqu'à ce que tout son corps explose. Enfin, nous avons les meurtres terrifiants, ceux qui sont atrocement douloureux, à la fois physiquement et mentalement. Ce sont les pires morts imaginables. Mère, c'est mieux, et Mère Gothel connaît aussi l'une des morts les plus dramatiques. Gothel, voulant contrôler Réponse, poignarde Flynn et n'autorise Réponse à le soigner qu'en échange d'une promesse d'obéissance. Flynn, par un acte noble, coupe les cheveux de Réponse, ôtant ainsi le pouvoir de Gothel. Sa jeunesse, disparue en un coup de ciseau. Elle vieillit plus vite qu'une banane lors d'une vague de chaleur. Drôle d'analogie ? Je ne sais pas. Et elle se transforme en boule de poussière plus rapidement qu'il n'en faut pour toucher le sol en bas de la tour. Ces derniers instants sont marqués par la peur alors qu'elle chute façon Thanos. Il n'aura peut-être pas la médaille d'or de la mort la plus atroce, mais le sort de sa Luke vaut quand même de l'or à nos yeux. Pas vraiment niveau podium, mais plutôt de l'or véritable. Chasseur de trésors impulsif, obsédé par l'or, il vise le toucher de Midas, mais, erreur classique, oublie la poignée de sécurité et va droit à la poignée dorée. Il devient aussitôt un presse-papier doré et brillant. Ses cris s'éteignent alors qu'il se fige en statue dorée, inerte. Au moins, l'or ne rouille jamais. Cette mort nous a toujours troublés. Oogie Boogie, créature cauchemardesque, se nourrit de tourments et sa cruauté dépasse l'amour de la ville pour les frayeurs inoffensives. Ces jeux macabres mènent ses victimes à la mort. Mais le retour de Jack bouleverse tout, et Oogie tente alors de fuir désespérément. Jack le défait silencieusement, révélant l'essaim d'insectes à l'intérieur. Sans son sac pour le maintenir, Oogie se dissout dans la mare de lave en dessous, ou est écrasé sous les pieds. On se demande, a-t-il ressenti chaque écrasement ? Penser qu'Oogie a lié sa conscience aux insectes, partageant leur douleur à leur mort, rend son sort encore plus macabre. Enfin, nous arrivons à l'emblématique et perfide lion Scar. Son plan pour s'emparer du rocher des lions s'effondre lorsque Simba revient et révèle la vérité sur la mort de Mufasa. Après avoir perdu le combat au sommet du rocher des lions, Scar tente de rejeter la faute sur les hyènes, mais son plan se retourne contre lui. Lorsqu'il tombe au sol, l'impact est brutal, mais ce qui suit scelle son destin. Comme Gaston, Scar affronte la colère de la faune, mais ici ce sont les hyènes qui l'attaquent, indifférentes aux flammes. La disparition de Scar est atroce, il est dévoré vivant et brûlé. En troisième place des morts les plus horribles, on trouve Tiberius Rourke d'Atlantide. Méchant de la cité oubliée, Rourke sombre dans la folie à cause de sa cupidité et soif de richesse. Voyant son équipage comme une menace, il recourt à tous les moyens pour les éliminer, allant jusqu'à brandir une hache contre Milo. Milo inverse la situation en utilisant un éclat du cœur de l'Atlantide contre Rourke, le transformant en bête cristallisée, vulnérable au moindre choc. Malgré la poursuite bestiale de Rourke, Milo le surpasse en intelligence et finit par le détruire avec les pales du dirigeable. Dans ces derniers instants, le corps et l'esprit de Rourke sont brisés en milliers de morceaux cristallisés. Ce cri qu'il pousse en réalisant son destin est vraiment glaçant. Bon, passons au roi Cornu, qui arrive en deuxième place des morts les plus atroces. Disney visait un ton plus sombre avec ce film, et leurs efforts sont visibles.
notamment avec le roi cornu dont l'ambition de lever une armée grâce au chaudron magique provoque sa chute. Après que Taran l'a repoussé vers le chaudron magique, le roi cornu a été aspiré à l'intérieur par son champ de puissance. Malgré ses tentatives pour fuir, il touche le bord du chaudron magique et s'y fait déchirer. Sa peau est arrachée de son corps, qui explose bientôt en flammes, et il finit par hurler de douleur avant que son âme ne soit aspirée dans le chaudron magique. C'est peut-être la mort la plus sombre de Disney, à l'exception de la dernière dans cette catégorie. N'oublions pas le chasseur Clayton. La mort de ce type était folle, surtout pour un film Disney, et on adore ça. Clayton, chasseur sauvage, est prêt à tout pour capturer sa proie, et Tarzan est sa cible. En le poursuivant, il grimpe dans les arbres pour l'attraper. Mais Clayton se retrouve pris dans des lianes et tente de les couper pour se libérer. Le problème, c'est qu'il ne coupe jamais la liane autour de son cou, qui se resserre à mesure qu'il en coupe d'autres. Tarzan tente de le sauver, mais en coupant une liane de trop, il est projeté vers le sol. La liane serre son cou pendant la chute, et avant de toucher le sol, crac. Si vous avez besoin d'une image plus claire, l'éclair en arrière-plan dévoile l'ombre du destin de Clayton, offrant sans doute la scène la plus sombre de l'animation Disney. Est-ce la façon la plus douloureuse de mourir? Peut-être pas, mais franchement, cette image est la définition même de l'horreur. Mais pensiez-vous que c'était fini? Non, ça empire encore. Nous avons une dernière catégorie aujourd'hui. Ces destins ne se soldent pas par des décès, car il existe des sorts pires que la mort, et ceux-ci en font partie. Ils laissent ces méchants dans une telle torture qu'ils doivent supplier pour la mort évoquée plus tôt. Commençons par Tamatoa. Ce crabe est plus qu'heureux de montrer à quel point il est brillant et il est prêt à manger quiconque n'est pas aussi terne que lui. Bien sûr, la meilleure façon de lui rendre l'appareil est de s'assurer qu'il ne puisse plus admirer cette carapace. Et pour cela, il faut qu'elle soit placée à un endroit où il ne pourra plus la voir dans toute sa splendeur. Avec ça, que diriez-vous de le faire tomber sur le dos, incapable de se relever sans aide? Ce n'est peut-être pas un sort très brillant, mais c'est bien plus fatal sur le long terme. Même à la fin, il ne pourra pas se relever. Coincé sur le dos, il subit atrophie et famine, incapable de se déplacer. Une version plus intéressante de l'emprisonnement est celle du tigre Shere Khan dans le livre de la jungle. Dans la suite, un climax volcanique mène à sa défaite lorsqu'une statue lui tombe dessus, l'emprisonnant à l'intérieur du volcan. Sans aucune échappatoire en vue, il est condamné à une lente agonie, privé de nourriture, d'eau et à seulement quelques centimètres de la lave brûlante. Ou plutôt du magma, dans ce cas. C'est un sort semblable à être enterré vivant et brûlé vif en même temps. Passons maintenant au pas si magnifique Magnifico. Le roi Magnifico, d'abord bienveillant et soucieux de la paix de Rosas, succombe à la magie noire, corrompt les vœux pour accroître son propre pouvoir, il devient accro et s'en sert pour devenir encore plus puissant. Donc oui, il corrompt les vœux pour obtenir du pouvoir, il devient accro et devient encore plus puissant, mais surprise, surprise, quand tout le monde s'unit pour le vaincre, il se retrouve transformé en miroir sur le mur du donjon. Malgré sa faible ressemblance, il est évident qu'il deviendra le miroir magique de Blanche-Neige. Le film aurait pu mieux expliquer cela, ou être meilleur, mais finir coincé dans un miroir n'est vraiment pas enviable. Pire que toute cellule sans nourriture au Wi-Fi, c'est une chute brutale pour un souverain. La médaille d'argent pour le destin le plus atroce d'un méchant Disney revient à Hadès. En tant que dieu de la mort, avec un penchant pour la destruction, Hadès s'est fait son lot d'ennemis. Son plan sinistre pour mettre l'Olympe à genoux le conduit à affronter Hercule. Quand Hercule se montre digne de devenir un dieu en sauvant l'âme de Mégara, il lui rend l'appareil en jetant Hadès dans le Styx. Parmi des âmes vengeresses, Hadès est entraîné plus profondément dans l'abîme, toute échappée paraissant impossible. Toutes ces âmes sautent probablement sur l'occasion de se venger de Monsieur Hadès, donc c'est un peu comme si un policier allait en prison, avec en plus le fait que c'est littéralement l'enfer. Autant que nous sachions, c'est un destin éternel de tourments, une terreur constante, parfois teintée d'humour à la James Woods. Mais qu'est-ce qui pourrait être pire? Nous décernons la médaille d'or du sort le plus horrible pour un méchant Disney au docteur Facilier, traîné en enfer. Oui, l'autre côté est sûrement l'enfer. Privé de son talisman, ses alliés de l'ombre l'emmènent de force dans leur domaine. Malgré ses efforts, il est aspiré dans une bouche de tiki, scellée à l'intérieur, une pierre tombale marquant son visage hurlant. Bien qu'il survive, son supplice continue. Condamné à souffrir aux mains de ses associés d'un autre monde, sa punition promet d'être sans fin et atroce. Nous devons classer la mort du docteur Facilier comme le sort le plus horrible, principalement parce qu'elle n'est pas seulement terrifiante et éternelle, mais aussi parce qu'elle lui est infligée par les amis de Facilier de l'autre côté, qui ont l'air franchement maléfiques. Soyons honnêtes, voir un méchant traîner en hurlant et se débattant en enfer est sans doute le moment le plus intense de Disney.